Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Nous sommes lundi et je crois que ça ne fait même pas 2 semaines que j'ai laissé un trou entre les 2 épisodes. J'ai un doute, peut-être 3, mais normalement c'est 2. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important. Mais avant, petite parenthèse quand même, du coup j'espère que ça va de votre côté. J'ai pas eu spécialement de réaction vis-à-vis du fait que je ne voulais plus faire de vidéos YouTube pour le moment. Je suis ravie de savoir que ça ne vous dérange pas tant que ça finalement. Je suis désolée si j'ai la voix cassée. J'ai pas spécialement d'explication du pourquoi, du comment. Je sais que je suis fatiguée, je sors de la douche, de la salle, mais j'avais très envie d'enregistrer un épisode parce que cet épisode, pour moi, ça va faire partie des épisodes les plus importants du podcast parce que, comme je l'ai dit, on va aborder le sujet de la santé, donc c'est-à-dire en 3 parties, donc toutes les douleurs chroniques, on va dire, à force des mouvements répétés, des positions, etc. L'environnement dans lequel on travaille, les conséquences que cela peut avoir sur nous et surtout les douleurs invisibles, ces choses qu'on sous-estime, mais qui pourtant ont un vrai impact, qui peuvent être graves sur le long terme. Évidemment, on va aussi parler de comment protéger et comment éviter que cela arrive trop vite. Il y a beaucoup de cas auxquels je me suis confrontée parce qu'avant de me lancer, je m'étais pas renseignée, donc je souffre de ça. Et évidemment, je vais aussi vous dire, si jamais vous avez déjà ces problèmes-là, comment améliorer la situation et ne plus vivre avec ces douleurs. Parce que on se rend pas compte à quel point des fois ça peut rendre fou et en fait on préfère arrêter parce qu'on se rend compte que c'est irréversible. Moi je vais vous dire que rien n'est irréversible. Récemment d'ailleurs je vous avais dit que j'allais obtenir une voiture normalement si je me trompe pas, mais en tout cas si je l'ai pas dit, bon bah voilà. J'ai obtenu ma voiture, j'ai conduit tout le week-end et j'ai très mal au genou. Donc du coup maintenant j'ai pris l'habitude, je vais à la salle de sport parce que autant avant j'allais au travail en marchant, maintenant je ne vais quasiment plus marcher parce que en fait je suis à un peu plus de 45 minutes de mon travail là où j'habite. Parce que récemment j'ai déménagé. Si vous suivez les épisodes, vous êtes déjà au courant. Tout ça pour dire que il faut quand même continuer de marcher malgré tout parce que sinon syndrome des jambes lourdes, déjà, première information. Je l'avais déjà un peu de base, mais vu que je marchais pas mal, voilà, là j'ai quand même eu la bonne conscience de me dire bon Naomi, va falloir que tu ailles à la salle de sport quand même pour continuer de muscler et aussi pour soulager les douleurs parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la solution à beaucoup de choses, n'en déplaise à certains, c'est d'aller à la salle et de se muscler, ou du moins de faire des activités qui vont muscler pour éviter justement de souffrir de certaines de ces douleurs. Mais sinon, ma voiture, je m'y fais vachement bien, je suis très heureuse, vraiment. Bon, je vous mens pas que je faisais pas la meuf quand j'étais à 100 km/h pour aller sur Tille, hein, mais alors, c'est un peu fou, mais la première grosse route que j'ai faite avec ma voiture, c'est quand même pour aller à Emmaüs. Qu'on voit où j'en suis, hein. C'est grâce à une cliente d'ailleurs que j'y suis allée. Je cherchais absolument une tirelire parce que je pars à New York au mois de septembre et on va se parler français, hein. J'ai 27 centimes de côté. Vous avez très bien entendu. Je pars à New York au mois de septembre, j'ai 27 centimes de côté. Carrément, je sais plus parler. Donc à un moment donné, il fallait bien que je me réveille et puis que je commence à faire des économies. Donc ma résolution, ça a été d'acheter une tirelire à laquelle je n'aurai pas accès et dedans, je vais mettre toute l'espèce que mes clientes me donnent. De base, je vis avec l'espèce, c'est-à-dire que l'argent rentre sur mon compte pro, je le laisse vivre et en fait, je me fais un virement à la fin du mois ou quand il y a une facture qui passe pour tout ce qui est sur les prélèvements quoi, mais par contre tout ce qui est s'acheter à manger, aller boire un verre, etc., je fais tout en espèces. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déclaré, attention, parce que de toute façon, je vous le dis pour celles qui ne le savent pas, hein, mais quand vous utilisez une plateforme de réservation, par exemple Booksy, vous êtes obligé de déclarer. Parce que si vous ne le déclarez pas, vous allez vous faire rattraper, puisque en faisant votre déclaration d'impôt, vous allez avoir la notification, enfin il y a un truc qui va s'afficher, comme si c'était votre employeur en fait, qui avait envoyé aux impôts l'information que vous avez touché tant. Donc tout ce que vous avez enregistré comme étant gagné sur Booksy, ça vous fait un chiffre d'affaires total qui va être envoyé aux impôts. Donc faites attention. Donc je précise, non, mon espèce n'est pas du black. Même si évidemment je n'ai pas à me justifier auprès de personne, mais bon, au moins c'est dit. Comme d'habitude, j'ai lu tous vos retours sur l'épisode précédent et ça m'a vraiment beaucoup touchée. En particulier une personne qui m'a dit qu'elle écoutait les épisodes du podcast avec ses clientes. Donc franchement, merci. Bonjour à ses clientes du coup. Et je suis ravie de savoir que ça puisse intéresser des gens qui ne sont pas du métier. Donc si jamais vous n'aviez pas eu l'idée, n'hésitez pas à faire ça parce que visiblement il y a des gens que ça intéresse. Et plusieurs même. J'ai quand même un peu de peine pour toi qui dois littéralement supporter ma voix toute la journée, plusieurs fois par jour. Franchement, respect, parce que même moi, je pourrais pas le faire. En attendant, c'est une courte intro
D'habitude, l'intro est un peu plus longue. Bon, ma foi, j'espère que ça vous perturbera pas. Mais bon, on a beaucoup de choses à aborder, donc dans le doute, on va avancer. Et puis, on est parti pour le vif du sujet. Bon, en premier lieu, évidemment, on va aborder tout ce qui est évident. C'est-à-dire tout ce qui va être douleurs chroniques, donc à force de répétition, etc. Les douleurs de dos, de nuque. Mais on va surtout aussi parler des poignets et des mains, parce que c'est certaines douleurs que des fois on a tendance à oublier et qu'il faut pas minimiser. Alors évidemment, je fais un disclaimer d'ores et déjà, ce n'est pas parce que vous avez un peu mal un jour quelque part que vous êtes atteint d'une des pathologies ou d'une des choses que je vais citer prochainement, d'accord? Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous avez un peu mal à la main que vous avez un problème de canal carpien, d'accord? Ça veut juste dire, ça se trouve que vous avez dormi sur votre main ou que vous vous êtes cogné ou un truc comme ça. Là, on va parler de douleurs répétées sur la longueur qui deviennent insupportables. Et surtout de comment anticiper pour éviter que la douleur, pour la soulager ou pour éviter qu'elle apparaisse. Comme je l'ai cité, du coup, on va commencer par le canal carpien. Qu'est-ce que le canal carpien? En gros, dans votre main, donc vous avez 5 doigts, je vous apprends rien. Au niveau du poignet, donc vous avez un nerf qui passe, donc qui s'appelle le nerf médian, et en fait vos nerfs, comment expliquer? C'est pas juste des nerfs qui se baladent au pif. En général, ça va être un groupement de plein de choses qui se retrouvent à un endroit et qui sont tenus au milieu d'un petit endroit, sinon ce serait trop le bordel. Donc par exemple, vos nerfs, donc le nerf médian avec d'autres choses, passent par le canal carpien, donc c'est un petit tunnel dans lequel il est obligé de passer. Sauf qu'en fait, dans certains cas, quand le nerf est trop inflammé, alors je sais plus dans quel sens ça se passe, et si lequel des deux s'inflamme en premier, dans tous les cas, en fait les mouvements répétés que vous allez faire, principalement le fait de pincer par exemple, le fait de toujours être en tension, donc vous le savez, nous par exemple quand on prend un pinceau, un stylo, la ponceuse, etc. En fait on est constamment en train de pincer quelque chose, donc en fait ça crée une tension tout le temps, et en plus souvent, vous savez votre poignet il va de haut en bas, donc en fait ça va vraiment allumer ce truc de ça frotte, donc en fait le mouvement, etc. Je suis pas médecin, d'accord, j'essaie d'expliquer le mieux possible. Bref, le mouvement répété plus le fait qu'on est tout le temps en train de pincer quelque chose, en fait avec une main vous êtes en train de pincer le doigt, avec l'autre main vous pincez votre matériel, et en fait ce mouvement répété plus le poignet droite gauche au bas, en fait c'est ça qui va vous créer cette douleur. Le canal carpien, c'est quand même un truc qui s'opère. Alors ça s'opère très bien, pardon. C'est très répandu, surtout pour les métiers manuels, etc. Cependant, si on pouvait éviter par cette case-là et du coup devoir se mettre en arrêt, ce serait quand même pas mal. C'est pourquoi, première astuce, mettre du grip sur votre ponceuse. On peut pas le faire forcément sur tous les outils. Si vous voulez le faire, grand bien vous fasse, pas de souci. Du grip, en fait, c'est une espèce de petite matière élastique. Si jamais vous êtes tatoué, vous avez peut-être déjà vu ça justement sur vos tatoueurs. Les tatoueurs mettent du grip sur leur ponceuse, leur ponceur, n'importe quoi. Sur leur machine à tatouer, c'est pour avoir une meilleure adhérence et ne pas avoir besoin, entre guillemets, de serrer comme un fou. Et surtout pour que le goulot soit, enfin pas le goulot, mais la pointe de la zone sur laquelle vous allez tenir soit plus épaisse. Parce que pour des raisons évidentes, plus c'est fin, plus vous pincez fort. Alors que plus c'est large, moins vous avez besoin de pincer. Donc moins il y a d'efforts à fournir. Moi, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai mis du coup un bon gros rouleau de grip. Si vous voyez pas ce que c'est, franchement, cherchez sur internet. Mais vous allez voir, moi, ça m'a changé la vie. J'avais vraiment mal à force. Surtout que la ponceuse, c'est pas comme un pinceau où des fois il faut être fluide avec le mouvement, etc. Pas du tout. Là, la ponceuse, faut vraiment bien la tenir. Mais je ne sais plus parler en fait. Il faut bien la tenir pour que justement vous fassiez pas de mouvement brusque. Enfin, le but c'est pas de blesser la personne, il faut savoir maîtriser son matériel. Donc, d'autant plus, vous allez serrer encore plus. Donc, franchement, ça déjà, sur votre main dominante, donc la main avec laquelle vous travaillez, que vous soyez droite ou gaucher, moi je suis droitière par exemple, ça va changer la vie. Deuxième conseil qui est un peu plus difficile à mettre en place, ça va être le fait de ne pas renfoncer le pouce. Donc là, regardez votre main quand je le dis, si jamais. Quand vous pincez, donc vous pincez votre pouce et votre index, donc c'est le doigt qui est juste à côté, vous allez vous rendre compte que votre pouce, en fait, il fait un creux. Voilà. Et essayez de faire en sorte que votre pouce ne fasse plus de creux et qu'il soit comme un peu semi-plié. Alors ça fait un peu princesse comme ça, je vous l'accorde, hein. En général c'est comme ça, après on lève le petit doigt. Mais en fait, cette douleur, c'est le fait d'être vraiment de pousser sur l'extension maximum de votre pouce. Si votre pouce il est un peu semi-fléchi, vous déjà testez, vraiment, vous poussez avec votre pouce, déjà c'est pas agréable quand il est creusé, et ensuite mettez-le en mode fléchi, vous pouvez pincer presque aussi fort que vous voulez, vous aurez pas mal.
Parce qu'en fait, alors là, pour le coup, je suis pas médecin, donc je suis pas sûre de ce que je vais appuyer, mais pour moi, c'est parce que l'appui, il est fait sur l'os et pas forcément sur un tendon ou un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression que moi, c'est très tendineux quand... Franchement, appelez-moi Docteur House. Hein. Bref, vous avez compris ce que j'avais envie de dire, quoi. Donc, on a fait la première étape. Ça, c'est un truc qui est vraiment propre à notre métier, qui touche énormément de personnes. J'ai une amie qui s'est déjà fait opérer de la main, donc elle a 26 ans. Elle s'est déjà fait opérer d'une main et elle va devoir se faire opérer de la deuxième. Donc, enfin, si ça continue. Donc, c'est vraiment à... Prenez-en soin parce que c'est pas encore une fois c'est pas grave, c'est pas un truc de fou, enfin c'est une maladie qui est extrêmement, enfin un syndrome qui est très 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 répandu, c'est normal de se faire opérer de ça, mais bon c'est quand même chiant, c'est un arrêt de 2 semaines je crois, on est à notre compte, c'est pas drôle, enfin voilà. Évidemment, qui dit canal carpien, donc on a parlé des pouces, etc., ça va aussi avec le poignet. Donc, pour moi, le poignet, le principal problème, c'est, par exemple, quand vous êtes avec votre ponceuse, donc mimez le fait d'être avec votre ponceuse, pendant que je dis ça, vous la tenez entre vos mains, et en fait, votre poignet, en fait, il va faire haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et en fait, c'est ça qui va vous créer une douleur vite au poignet. C'est comme ça aussi qu'on développe vite une tendinite. La tendinite, c'est vraiment pas du tout agréable. Et là, franchement, j'ai pas envie de dire que c'est plus chiant que l'opération, mais personnellement, alors, pur avis personnel, hein, voilà, même si je me suis pas fait opérer du canal carpien, mais je connais des gens qui se sont fait opérer, ça a l'air 1000 fois plus chiant d'avoir une tendinite que le canal carpien. Parce que tendinite, c'est pas que vous pouvez rien faire, mais à part vous arrêter pendant longtemps, vous pouvez pas faire grand chose. Canal carpien, c'est con, mais une fois qu'on vous a diagnostiqué, peut-être qu'on va vous prescrire pas mal de kiné pour régler le problème. Si ça marche pas, opération, et en 2 semaines, sur le principe, vous êtes tranquille. Encore une fois, je m'avance pas, hein. Je ne suis pas médecin, chaque corps est différent. Peut-être que moi je connais quelqu'un, par exemple, ça a 2 semaines d'arrêt, mais il y a d'autres gens, ça va être autre chose. Et en plus, on a un métier un peu plus différent, donc à prendre avec des pincettes. Mais ce que je veux dire, c'est que la tendinite, ça peut vite devenir chronique. C'est pour ça qu'on cherche des solutions pour apaiser cette douleur et pour qu'elle ne revienne pas. Parce qu'une fois que votre tendinite, elle est chronique, en fait, enfin, le concept de chronique, c'est vraiment que vous allez en refaire tout le temps. C'est-à-dire que tous les 3 mois, vous avez de nouveau une tendinite, vous devez vous arrêter pendant 2 semaines pour soulager la douleur. Enfin, c'est un cercle vicieux qui est insoutenable. Le meilleur moyen, déjà, d'éviter d'avoir une tendinite, peu importe où elle soit, que ce soit sur la main, le coude ou le poignet, parce que, non, la main, le coude ou le poignet, mais qu'est-ce que je raconte? Le poignet, le coude ou l'épaule, voilà. Le moyen le plus efficace, c'est que votre cliente soit détendue. Et ça peut paraître très bête, mais je vous jure que c'est la meilleure solution. Déjà, c'est le plus gros changement. Si votre cliente, elle est détendue, vous n'êtes pas crispé. C'est-à-dire que, en fait, la main, vous la tenez pour principe de dire que vous êtes concentré dessus et que vous la tenez, et puis pour la guider si nécessaire, mais en vrai, vous n'avez pas à exercer une force continue pour maintenir le doigt dans un moule, quoi. En fait, quand on dit aux gens de se détendre, c'est pas juste parce que c'est chiant et parce qu'on voit pas bien, etc. C'est parce qu'en fait, on va forcer et physiquement, l'effort que ça vous demande sur le long terme, mais je vous dis même pas, mais en même pas 1 an, vous l'avez trouvé. Hein. Et par contre, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Je vois très souvent des collègues, malheureusement, qui mettent en story le s'il vous plaît, détendez bien vos mains parce que je suis en train de refaire une tendinite, etc. Enfin, franchement, c'est pas cool et on n'a pas envie de ça. Donc, insistez bien. Et si jamais on vous pose la question ou que vous avez une cliente qui a un peu du mal, parce que c'est pareil, hein, des fois les gens ils ont du mal, etc. Et je peux comprendre. Franchement, ça c'est pas un souci. Même moi j'en ai. Expliquez-leur pourquoi et vous verrez que en fait, comment expliquer? Quand on demande de faire un effort à quelqu'un, même vous, je pense, si on vous explique pourquoi, vous aurez plus de facilité à le faire et à y penser. Moi, si on me demande juste de rouler à droite, bah ouais, on m'a pas expliqué pourquoi je devais rouler à droite. Bon, bah voilà. Et ben, on roule à droite parce qu'en France, faut rouler à droite et pour m'éviter d'avoir un accident. Et ben là, par contre, j'ai plus envie de rouler à droite. Et ben là, c'est exactement la même chose. Si on me dit de me détendre mes mains et qu'en fait, c'est juste parce que bah, elle me explique pas trop pourquoi et parce que ça l'emmerde, bon bah écoute, peut-être que je vais un peu moins détendre mes mains. Parce que peut-être que je vais faire un peu moins attention. Par contre, si elle m'explique que c'est parce que ça crée des douleurs et que la douleur bah, peut faire qu'elle veut finir en arrêt, bah moi ça me ferait chier que ma PO elle soit en arrêt. Donc, enfin du moins, si la personne a un peu d'humanité. Donc, je fais un peu plus attention et je vais essayer de mieux détendre mes mains. En tout cas, moi, mes clientes, dès que je leur ai expliqué, en tout cas, elles ont plus jamais eu ce problème-là, ou alors elles s'en rendent compte automatiquement dès que je force un petit peu. Après, malheureusement, la tendinite du coude, ça va être encore... de l'épaule, enfin coude et épaule d'ailleurs, c'est un peu plus différent, parce que là, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment assimilé à ce mouvement de l'image. C'est-à-dire que le sang-l'image, pour moi, c'est le meilleur allié
parce que vous avez plus besoin de limer comme une folle, ou alors vous pouvez raccourcir d'avance avec la ponceuse. Moi, ce que je fais, j'ai l'impression de dire beaucoup moi, mais vous comprenez, enfin je suis pas le personnage principal, mais j'essaie de donner des exemples. En gros, quand je fais pas ma dépose, mais quand je fais mon remplissage, je commence à poncer et pendant ce temps-là, je demande à ma cliente est-ce qu'on raccourcit ou pas. En fonction de ce qu'elle me dit, j'avise de ce que je vais faire. Si elle me dit oui, on raccourcit bien, donc beaucoup, enfin plus que la repousse ou même la repousse, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrossir avec ma ponceuse. Donc en fait, je vais enlever la couche qu'elle veut retirer, mais en laissant toujours une petite marge, genre 1 mm, 2 mm, que je vais perfectionner à la fin avec ma lime. Par contre, si la personne me dit qu'elle ne veut pas raccourcir, bon bah je referai juste avec la lime. Mais ce qui va vraiment vous éclater l'épaule, c'est si cette zone-là, en fait, vous limez à mort. En plus, souvent, quand vous savez, les clientes où genre leurs ongles c'est du bois, ou alors quand elles veulent raccourcir énormément, genre vous passez d'un L à un S, bah ça vous tue l'épaule à petit feu. Donc, on raccourcit sa longueur avant avec la ponceuse. Et on essaie de trouver des astuces qui nous permettent de moins solliciter l'épaule en limant. Parfois, par exemple, ça peut être de mettre des accoudoirs. Déjà, posez bien votre main sur le bureau. Genre, déjà, vous bougerez plus à la limite le coude que l'épaule. Parce que je trouve que c'est plus facile d'immobiliser le coude après pour pour travailler que l'épaule. L'épaule, ça fait vraiment mal et vous la sollicitez pour tout. Donc il y a des petits accoudoirs que vous pouvez coller sur votre plan de travail. Vous posez votre coude dessus. Oui, c'était mon coude sur le bureau. Et quand vous allez frotter, bah ce sera, enfin limer du moins, ce sera plus avec l'épaule déjà. Pareil, le grain de votre lime, il est important. Parce que plus votre grain va être fin, plus vous allez appuyer avec votre lime, donc mettre de la force, et plus vous allez vous faire mal. Moi, ce que je vous recommande, vous devez limer grinçant. Au début, ça fait grincer des dents, hein, je suis d'accord, c'est bizarre, hein, mais je vous jure qu'on s'y fait très très vite, et ça change la vie. J'avoue que j'y suis passée il y a pas si longtemps que ça fait moins d'1 an que je suis passée au grinçant, mais c'est révolutionnaire. Deuxième paragraphe, le dos. Le dos, la nuque, bref, la colonne vertébrale en général. Je pense que c'est pareil le deuxième truc qui nous impacte le plus parce que on est vraiment positionné comme des escargots, les épaules en avant, la nuque en bas, etc. Et ça ramène des douleurs dorsales chroniques qui, pareil, deviennent extrêmement dures à supporter. Donc certaines sont obligées de raccourcir leur journée, etc. Alors, personnellement, avant de commencer à être prothésiste angulaire vraiment à plein temps, j'avais déjà des problèmes de dos. Donc, je suis suivie par une kiné depuis environ 2 ans. Donc en fait, tous les mercredis matins, depuis 2 ans, je vais à la kiné. De temps en temps, ça fluctue. Des fois, c'est les cervicales, mais moi, c'est surtout le bas du dos. En ce moment, j'avoue que c'est plus cervical-épaule, mais les 2 dernières années, c'était vraiment le dos, donc lombalgie chronique. Et surtout, j'ai eu un diagnostic d'un professionnel qui m'a expliqué d'où venait cette douleur. Et franchement, je vous mens pas, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. En gros, si vous voulez, j'avais extrêmement mal donc pour toute la ceinture en bas du dos, donc qui va jusqu'au sacrum, oui c'est ça, sacrum, coccyx, etc. Bref, toute cette partie-là, dans le fessier, comment il s'appelle déjà? Le nerf sciatique, donc vous savez, c'est cette petite douleur des fois qui part de la fesse, qui vous fait mal jusque tout dans le dos et qui fait que vous ne pouvez plus bouger tellement vous avez mal. Ça nous est peut-être tous déjà arrivé au moins une fois, ça fait extrêmement mal, et ben j'en faisais à répétition et j'avais constamment mal dans le genou droit. Enfin, pas le genou, mais la jambe en général. Et en fait, c'était dû à... Alors, c'est un nom qui dure 2 lignes. Mais en gros, pour faire simple, c'est une démuscularisation de toute la zone ceinturale du bas du dos. Donc, en fait, ça voulait dire qu'à force de faire mon métier, ça s'est aggravé au fur et à mesure parce qu'avant, je travaillais à l'inter, etc. Et j'ai très vite arrêté de faire du sport. J'allais à la salle assez régulièrement et puis j'ai eu un rythme de vie qui me l'a empêché. Parce que travailler déjà à 35 heures, voire 39 à l'inter pour ensuite essayer de monter une entreprise, autant vous dire que j'avais pas le temps d'aller à la salle. Et puis par-dessus ça, on rajoute le fait que j'ai pris du poids, que j'ai eu une mauvaise hygiène alimentaire pendant un petit temps. Bon tout ça s'est ajouté et puis après mal de dos. Et en fait, le fait de rester assise et marcher, ça ne suffit pas. Genre en fait, le bas de mon dos n'avait plus de muscles. Là où avant, par exemple, quand j'allais à la salle, je soulevais 90 kilos au soulevé de terre. Je pense que je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous faire très peur. Le soulevé de terre, c'est genre vous avez une barre au sol et vous la soulevez en étant debout avec le poids de votre corps. Voilà. Enfin, le poids de votre dos. Souvent, il y a des gens, ils ont des ceintures, vous savez, les gros bodybuilders, là. Et ben, ils mettent des ceintures justement pour se protéger le dos. Et ben, moi, je soulevais 90 kilos au soulevé de terre. À la kiné, j'ai dépassé les 8 kilos. Voilà. J'étais fière, c'était une petite victoire. Mais pour vous dire à quel point
c'est tombé très vite. Tout ça parce qu'en fait, j'ai passé ma journée assise et je travaillais toute la journée assise de manière statique et ça s'est aggravé au fur et à mesure et au fur et à mesure. J'ai d'autres soucis de santé qui sont venus en corrélation avec ça. J'ai pas arrêté la salle que pour ça, j'ai d'autres choses qui se sont greffées, par exemple l'endométriose, enfin bref, énormément de choses. Donc ça a amené à ce cas très extrême, voilà, parce que là ce que je décris c'est quand même assez extrême. C'est un cas qui arrivait avant que je commence vraiment à faire ça à plein temps. Forcément, le fait de faire ça à plein temps, bah ça a continué et ça a pas amélioré. Et j'avais la flemme, on va se le dire honnêtement, quand je fais des grosses journées comme je le fais là, j'ai pas envie d'aller à la salle, ni avant, ni après. Et pourtant, bah, c'est la solution. J'ai pas beaucoup de bol dans la vie, déjà pour commencer, mais j'ai aussi les cervicales déplacées depuis plus de 10 ans. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai les cervicales déplacées. Et en fait, à peu près tous les 3-4 ans, si je fais pas de sport, bah, en gros, je sens que mes cervicales, elles lâchent. Et en ce moment, je commence à avoir vraiment mal épaules cervicales. Et en fait, c'est un signe de mon corps, je le sais maintenant, que, ok, là, j'ai plus assez de muscles, faut que j'aille remuscler. Et ben, mon dos, c'est la même chose, et mes épaules et ma nuque, c'est la même chose. Le fait d'aller vous muscler, vous allez voir déjà, ça va améliorer parce qu'en fait, votre corps, il aura l'habitude d'être gainé parce que vous l'aurez travaillé à être gainé. Ok. Deuxième étape, tenez-vous droite. Je sais que c'est pas facile. J'ai connu des gens, littéralement, c'était Gollum, tellement ils avaient l'habitude d'être tout le temps les épaules rentrées. Déjà, prenez l'habitude d'avoir les épaules en arrière. Ça va vous changer la vie. Au début, c'est pas agréable, je le sais, parce que bah votre corps il a pas l'habitude, donc ça vous demande un effort. Mais pensez-y parce que cette douleur-là, c'est pareil. Puis même quand vous allez être vieux, vous allez tout recroqueviller et tout. En fait, il faut faire comme si vous vouliez bomber le torse. Vraiment, c'est juste vous bomber le torse. Et en fait, vous allez voir, vous pouvez totalement travailler comme ça, mais vous allez déjà avoir moins mal. En fait, au moins déjà toute la partie où vous avez l'habitude. Vous savez, la préparation longue, etc., où vous n'avez pas besoin d'être collé forcément à la plaque, contrairement au nail art ou au gel, etc. Déjà, rien que là, vous gagnez un peu de temps, vous avez le dos droit, vous pouvez discuter, etc. Et vous êtes bien. Le truc que je déconseille fortement, c'est les ceintures lombaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va faciliter et accentuer la démuscularisation de votre dos. Parce que ça va faire le boulot de votre dos à votre place. Et donc, c'est pas du tout une solution. C'est un peu comme si... alors, c'est la même théorie que les soutiens-gorge et les attelles. Je m'explique. Les attelles, bah, on vous met une attelle, par exemple, quand vous vous êtes fait opérer. Je sais pas, des ligaments croisés ou un truc comme ça. On vous met une attelle le temps que ça cicatrise et que ça s'immobilise. Mais par contre, si toute votre vie, vous gardez une attelle, le jour où vous l'enlevez, vous savez plus marcher. Parce que bah c'est pas le but en fait. Le but c'est juste d'immobiliser le temps d'une cicatrisation. Par contre, le but c'est pas. C'est pour ça qu'il y a des endroits. Bah, exemple, en torse. En fait, si on vous met une attelle, c'est juste pour éviter un mouvement répété. C'est pas pour soulager une douleur quelconque. Donc, si vous avez une attelle, c'est pour empêcher un mouvement répété. Vous ne mettez pas d'attelle, par exemple, pour le dos. Vous ne faites pas un mouvement répété qui sollicite une douleur ligamentaire ou autre. Alors qu'une entorse, c'est ça. Une entorse, c'est une douleur ligamentaire due à un mouvement répété. Donc, faut immobiliser la cheville, parce que je prends l'exemple de la cheville. Faut immobiliser le temps que l'inflammation se calme et qu'ensuite, bah, du coup, vous puissiez refaire vos mouvements. La ceinture, moi, je l'ai eu pour me soulager dans certains moments, quand j'étais vraiment très longtemps debout, etc., parce que j'avais pas le choix pour le boulot. Mon médecin m'avait autorisé. Par contre, je sors du boulot, fallait que j'enlève. Et je la gardais pas pendant des heures et des heures et des heures. En tout cas, moi, je vous le dis, vous faites bien encore une fois ce que vous voulez, hein. Je suis pas médecin et votre médecin il vous dira sûrement autre chose. De toute façon, tous les médecins ont des avis différents. Mais en tout cas, par pure expérience, moi, je vous recommande pas parce que je trouve que c'est encore pire avec. Et après, ce sera encore pire. Et je parlais des soutiens-gorge, pour celles qui ne le savent pas. Personnellement, je porte plus de soutien-gorge depuis mes 14 ans. J'en ai quasiment jamais mis. J'ai une forte poitrine, elle tient très bien et j'ai aucun mal de dos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des ligaments au niveau de la poitrine. C'est ce qui fait que votre poitrine, elle, tient. Si vous mettez des soutiens-gorge, vos ligaments ne travaillent plus et du fait, bah en fait, c'est pour ça que vous avez les seins qui tombent. Plus vous allez porter de soutien-gorge, plus vos seins vont tomber parce qu'en fait, ils seront soutenus par quelque chose et ils n'auront plus l'habitude, ni vos muscles, ni vos ligaments, de travailler, donc vous allez finir avec des gants de toilette. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, on connaît, hein, le regard des autres, machin et tout. C'est une habitude à prendre. Comme j'ai dit, moi, ça fait depuis que j'ai 14 ans que j'en mets plus. La raison principale, c'était surtout... alors, déjà le mal de dos, parce que moi, c'était le soutien-gorge qui me faisait mal au dos à cause des tailles qui sont extrêmement mal faites en grande surface et en prêt-à-porter, qu'on soit bien d'accord. Hein, de toute façon, rien n'est fait pour les personnes de grande taille. Ça me faisait mal au dos, les baleines étaient tout le temps en train de péter. J'ai dit, tu sais quoi, maman, j'en ai marre, j'arrête de mettre des soutiens-gorge. Et depuis, je n'en ai jamais remis. Bah, cette année, ça fera 10 ans que je n'en ai plus. Et jamais de la vie, j'en remettrai. Bref, on n'est pas là pour parler nichon. La ceinture lombaire, pour moi, c'est un gros non.
Par contre, voici les trucs, donc au-delà de remuscler son dos et l'habituer à être gainé, etc. et à se tenir droite, c'est super important. Voici mes astuces d'aménagement qui vont vous aider. Déjà, la première, c'est d'avoir un bureau à une bonne taille. Bon, ça c'est pareil, genre si vous avez déjà acheté un bureau, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Perso, j'ai le Alex de chez Ikea, enfin vous savez, donc les deux caissons Alex avec la planche là. Alors, il est bien, l'avantage c'est qu'il y a plein de rangements et tout, mais personnellement, au vu de ma taille, j'ai dû le surélever. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 étagères LAC qui viennent de chez Ikea. Donc c'est des petites étagères de base que vous mettez au mur, qui doivent faire je crois 5 cm d'épaisseur. Après vous pouvez en mettre plusieurs hein, si vous êtes encore plus grande, etc. Ou alors les mettre carrément sous le bureau. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Mais en fait le fait ça va être de surélever votre bureau. En fait, déjà, vous aurez plus votre bureau il est haut donc à votre taille et moins vous serez avachi pour essayer de choper la main de votre cliente ou de voir quelque chose. Plus le bureau il est haut, plus vous allez être droite avec ce que vous allez faire puisque les mains sont devant vous. Deuxième chose, c'est d'avoir un repose-main qui vous convient. Alors, sincèrement, s'il y a des personnes qui m'écoutent qui travaillent sans repose-main, parce qu'il y a des gens qui le font, qui travaillent à plat, vous êtes des grands malades. Je ne sais pas comment vous faites. J'ai connu une fille à l'époque quand je bossais au Bar à Ongles qui travaillait comme ça. Je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais même pas si son dos est encore en vie. En tout cas, respect parce que moi, j'arrive pas du tout. Mais bon, dans tous les cas, ça fait super mal au dos sur le long terme, très mauvaise idée. Moi, j'ai les repose-mains, vous savez, où en gros, les personnes, elles peuvent poser les avant-bras. Et je trouve que déjà, ma cliente, elle est bien relâchée. Donc ça règle le problème du canal carpien dont on a parlé tout à l'heure. Cliente bien relâchée et détendue, bien installée. Et je peux le régler à hauteur, en fait. Donc moi, là, il est au minimum parce que j'ai pas besoin de le mettre plus haut, je crois. Mais je peux régler les pieds pour que ce soit plus haut si jamais ça convient pas, etc. Et je trouve que ça, c'est game changer. Vous pouvez le trouver sur Amazon, j'ai dû le payer genre 20 €, un truc comme ça, enfin... Et, même si pareil, ça peut paraître un peu évident, je le dis quand même, avoir une bonne chaise. En fait, quand vous investissez dans du matériel à long terme, vous investissez sur votre santé. Je sais que ça fait mal, et aussi pareil, de pouvoir investir dans de la qualité, tout simplement. Par exemple, des lampes, parce que même si c'est pas le sujet, vous investissez dans une bonne marque à un bon prix, vous investissez dans du temps, de la qualité, des économies, plutôt que d'acheter tout le temps des lampes de mauvaise qualité, où vous allez devoir constamment mettre le pouce à plat parce qu'il y a tout le temps un problème. Là, vous n'avez pas besoin. C'est un exemple. Et bien là, c'est la même chose en fait. Quand vous investissez dans un bon bureau, dans lequel vous investissez dans votre santé, vous investissez dans le fait que vous n'allez pas vous mettre en arrêt. Quand vous achetez une bonne chaise, vous investissez sur la même chose. J'avais une chaise qui venait de chez Conforama à roulettes. Il n'y avait pas d'accoudoir, il n'y avait rien. Vous savez, c'est les espèces de petites chaises hyper esthétiques là que tout le monde a eu, qui a une forme de coquillage. De coquillage. Allez, je suis vraiment désolée. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas où je trouve mes mots, hein, mais en tout cas, c'est pas dans le dictionnaire. Et ben ça c'est super joli hein, mais ça fait super mal au dos parce que vous êtes pas calé, y a rien et tout. Enfin franchement c'est nul, l'assise, le confort, rien, y a rien, ok. Déjà, un truc qui peut paraître bête, c'est qu'il faut que ce soit encore une fois la bonne hauteur. Pourquoi? Parce que pareil, vous allez finir par vous avoir mal aux genoux, vous avez pas la place avec vos clientes, etc. Ok, première info. Ensuite, plus vous pouvez régler la hauteur, que ce soit en bas ou en haut, plus vous allez être encore une fois en face des mains de votre cliente. Je vais vous donner le site sur lequel récemment j'ai acheté mes 2 chaises. Donc j'ai acheté ma chaise de bureau sur laquelle je vous parle actuellement parce que j'avais une vieille chaise gaming franchement qui me faisait un mal de dos. Déjà je me mettais au fond, le truc il s'allongeait donc autant vous dire que le mal de dos ça aide pas. Et ben là du coup j'en ai acheté une, non seulement elle est exceptionnelle mais le site ne coûte pas si cher que ça. Après, le must du must du must, d'ailleurs, niveau bureau, c'est d'avoir, vous savez, les bureaux assis debout. Donc moi, c'est ce que j'ai aussi chez moi. Donc, vous savez, vous pouvez régler la hauteur comme vous voulez, en fonction de comment ça vous arrange, de votre taille, etc. Ça, c'est pareil. Maintenant, c'est plus si cher que ça. Sur ce site-là, le mien, c'est un angle. Donc il est super grand. Si vous, ça vous arrange, prenez ça. Sinon, je sais qu'il y en a des plus petits, mais en angle, donc le plus grand, il m'a coûté que 200 €. Encore une fois, 200 €, j'ai conscience que c'est un budget, mais comme je l'ai dit, vous investissez dans votre santé. Je l'ai pas pris pour le boulot, parce que j'aime celui que j'ai actuellement, il y a des rangements, c'est pratique, et il me convient par rapport à ma taille. Par contre, je pense que quelqu'un qui est plus grand que moi, ça peut devenir vite plus problématique. Et ma fauteuil, donc qui est considérée comme une chaise de bureau ergonomique, elle fait 134,99 €. Ce qui n'est pas si cher. Encore une fois, je l'ai acheté au mois de septembre. Mes problèmes de dos, vous allez me prendre pour une folle, ils ont disparu. Ce n'est pas une blague. Je n'ai quasiment plus de problèmes de dos depuis que j'ai surélevé mon bureau et que j'ai changé mes chaises.
Ma chaise de bureau que j'ai achetée pour le travail, donc moi j'ai la chaise de bureau avec accoudoir rétractable. Voilà comment elle s'appelle. Elle est plus petite, donc il n'y a pas de truc pour poser la tête. En même temps, j'ai pas besoin. C'est une chaise où vous avez la possibilité, donc comme il l'a dit, de remonter les accoudoirs. Moi, j'aime bien travailler avec, ça me permet aussi de poser mes coudes. Mais aussi, vous pouvez bloquer le dos, donc pour que soit il reste bien droit, ou sinon vous pouvez. En fait, il est flexible. Donc la forme qu'il a fait que ça épouse parfaitement votre dos. En plus, c'est un filet, donc ça vraiment, je vous dis, ça prend tout votre dos, c'est trop bien. Vous avez même une partie que vous pouvez régler au niveau du dos en fonction de votre hauteur. Bref, en fait, elle est vraiment trop bien cette chaise. Vous pouvez vous affaler dedans, elle tombe un petit peu en arrière et tout, c'est trop agréable pour se reposer. Bref, cette chaise, elle est trop bien. Je l'ai payée 73 €. Le site, il s'appelle Songmix Home, voilà, donc SONGMICS Home, home comme maison. Et vraiment, je n'ai plus de problème. J'ai surélevé le bureau de 5 centimètres, j'ai pris ça, j'ai plus mal en bas du dos. Je sortais du taf de base, j'étais au bout de ma vie, etc. Miracle. Et encore une fois, donc là pour le chez moi, j'ai acheté le 28 septembre. Là, la chaise de bureau pour le travail, je l'ai acheté le 17 février. Et franchement, j'ai vu le résultat, mais tout de suite. En plus, il y a souvent des codes promo, des trucs comme ça. Enfin, le site, je l'ai connu par pur hasard et je vous jure qu'il est vraiment très bien. Le matériel est hyper quali. Enfin, allez-y les yeux fermés. Hein. Surtout pour les chaises. On récapitule. Pour le dos et la nuque, avoir un repose-main plus haut ou du moins plus confortable pour que les mains soient plus hautes, surélever son bureau si nécessaire pour avoir... En fait, il faut que vous ayez les yeux en face de vos mains. Voilà, enfin en face, tout est relatif, attention. Hein. Mais il faut que vous ayez les yeux dessus, que vous n'ayez pas besoin de baisser la tête pour voir. Si quand vous avez la tête droite, vous voyez votre travail, c'est que c'est bon. Avoir une chaise qui vous soulage le dos. Et parfois, même si jamais vous êtes vraiment petite, un marchepied. D'accord? Parce que du coup, ça vous évitera d'avoir les jambes qui tombent et que ça tire sur vos lombaires. Si vous avez les jambes branlantes, en fait, vos jambes tirent sur le bas des lombaires. Et ça, c'est pareil, lombalgie assurée. Ok, maintenant qu'on a parlé de tous les problèmes physiques, peut-être que j'en ai oublié, hein. Donc si jamais j'en ai oublié, peut-être que j'en ferai un deuxième épisode si jamais ils sont vraiment pertinents. Faudra pas hésiter à me les envoyer. Maintenant, on va parler de toutes les douleurs et toutes ces choses invisibles auxquelles on ne pense pas forcément, ou alors qu'on se dit oh flemme, je verrai plus tard, alors qu'en fait ça a un impact dès le début sur le long terme qui peut être très grave. Je vais parler de trucs. Vraiment, je vais vous expliquer, vous allez vous dire, ok, je ne pensais pas que ça pouvait avoir un impact aussi grave. Je vais partir par le plus évident. Le plus évident, pour moi, c'est tout ce qui va être vapeur. Alors, je n'aime pas travailler à l'éponge. Je l'ai déjà dit, pareil, dans d'autres épisodes. J'y arrive pas, j'aime pas le résultat, j'aime pas comment ça rend. Donc, je travaille à l'acétone. L'acétone, je travaille avec un masque parce qu'il y a quand même des odeurs qui se dégagent. Je vais faire un énorme trigger warning, je vous en supplie. S'il y a des personnes qui font ça, je l'ai déjà dit, il faut arrêter. Ceux qui utilisent de l'acétone de bricolage, du moins tout ce qui est tout ce qui n'est pas fait pour les ongles, mais franchement, mais vous êtes complètement crazy. Vous êtes des gros malades. Si vous utilisez de l'acétone de bricolage parce que ça coûte moins cher que ce soit sur... En fait, juste, déjà, premièrement pour vos clientes. Pour vos clientes, c'est méga dangereux. Et en plus, pour vous. En fait, comment expliquer? Dans la grande consommation, je suis bien d'accord qu'il y a des choses qui sont là pour nous douiller en tant que femmes. Soyons bien d'accord, on appelle ça la taxe rose. De toute façon... En fait, un rasoir, c'est un rasoir, d'accord? Je suis bien d'accord qu'un rasoir rose et un rasoir bleu, en fonction de s'il est pour les hommes aussi pour les femmes, si celui pour les femmes est plus cher, ce n'est qu'une histoire de taxe rose, je suis 100% d'accord avec vous. Mais, lorsqu'on parle de produits chimiques, ça n'existe pas en fait. Faut oublier cette barrière-là. S'il y a des produits qui sont vendus à un prix sur certains sites, c'est qu'il y a une raison. En fait, c'est la concentration. Parce que là, vous allez me dire, oui, bah la fiche technique derrière avec les produits, c'est les mêmes produits, machin, patati patata. Je vois pas pourquoi je paierais 12 € mon pot de Socoff, alors que à 2 €, j'ai de l'acétone au rayon bricolage. Oui, mais la concentration n'est pas la même et n'est pas faite pour la même chose. Ouvrez les yeux. Quand vous utilisez de l'acétone pour la carrosserie, vous vous doutez bien qu'il faut pas mettre ça sur la peau. Enfin, en fait, c'est écrit juste derrière. Il y a marqué qu'il faut pas le mettre au contact de la peau. Alors, à un moment donné, pourquoi nous, sur nos produits, il y aurait marqué qu'on aurait le droit? Enfin, juste, bon. Il fallait que je pose ce petit coup de gueule parce que je vois trop de gens qui utilisent de l'acétone de bricolage, ça me rend ouf. Anyway, en plus de ça, pour les émanations toxiques, mais laisse tomber.
Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas au courant, le but c'est d'informer. Si vous le faites, n'ayez crainte, au moins vous arrêtez avant que ce soit trop tard. Cependant, malgré tout, si vous travaillez avec de l'acétone, mettez un masque. Moi, je sais que je le propose à certaines de mes clientes. Alors, le masque classique, c'est une protection. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même mieux que rien. On va pas se mentir. Moi, mon conseil, vous investissez dans un masque FFP2. Vous savez, c'est les trucs qui nous ont fait chier là pendant le Covid. Mais ça laissera pas passer. Donc, achetez un masque que vous trouverez rayon bricolage pour les gens qui font de la peinture, des trucs comme ça. Et en fait, sur le long terme, ça vous protégera quand même vachement mieux. Moi, je sais que j'en achète un. Des fois, mon masque, il me fait je sais pas combien de temps, parce que dans tous les cas, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Le but, c'est juste de me protéger le temps d'eux. On parle de 10-15 minutes. Mais en fait, 10-15 plus 10-15 plus 10-15 tous les jours, des fois, bah, c'est un peu beaucoup. Perso, j'ai déjà vu la conséquence des fois de quand je faisais des journées avec beaucoup de nail art où j'utilisais beaucoup de airbrush, des fois à la fin de la journée, ça vous gratte la gorge. Bon, c'est peut-être aussi parce que je bois pas assez d'eau. Mais je sentais que c'était surtout à cause de l'acétone. Donc ça a déjà une incidence. Ça retombe sur vos poumons. Et en fait, dans 40 ans, vos poumons, ils sont niqués. Bon, dans 40 ans, vous aurez bien vécu, certes, mais on s'en fout. Enfin, vous avez envie de profiter de vos petits-enfants peut-être. D'ailleurs, le masque, bon, pas obligé d'avoir un masque FFP2, le masque, très important pour la poussière. Alors, pareil, j'ai été comme vous, ça m'a saoulé de mettre un masque quand il fallait faire des déposes et machin, et puis ça tient chaud et puis tout. Moi, je pense que c'était surtout le côté sortie de Covid. Moi, en vrai, je suis persuadée que moi, c'était pour ça. Et puis, je me persuadais que je respirais mal avec, enfin bon. Je suis la femme la plus heureuse du monde d'avoir un masque maintenant parce que j'ai déjà vu des vidéos de personnes. Déjà, juste faites le test de poncer sans votre masque. Vous verrez la quantité de poussière que vous avez dans le pif, ça fait peur. Et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on va parler de cocaïne. Je pense que vous le savez, la cocaïne est une drogue qui est assez dangereuse, mais l'une des conséquences de la cocaïne, oui, si on veut, de la cocaïne, c'est le fait d'avoir la cloison nasale qui se lime. Et en fait, ça vous fait un trou. C'est un symptôme qui est très fréquent. Et en fait, vous avez un trou qui se creuse à cause de la poussière entre votre cloison nasale, donc entre les deux narines. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Bon, je viens de me renseigner, ça s'appelle juste perforation nasale. Donc si vous les cherchez sur internet, vous verrez, il y a des photos très glamour qui vous montrent, ça fait un tout petit trou, voilà. Et en fait, vous avez un trou, en fait, au milieu de votre cloison qui rejoint vos deux narines. Ça crée quand même des soucis, c'est pas ouf, surtout au niveau hygiène, etc. C'est des choses qui s'opèrent, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est l'une des principales causes, en fait, c'est souvent quand on a un trou comme ça, les gens se disent, ok, la personne, elle prend de la coke. Voilà, donc c'est souvent dans plusieurs personnes qui utilisent des produits chimiques, etc., c'est la corrosion à force de l'inhalation, mais aussi à cause de la poussière, parce qu'en fait, ça crée... En fait, je ne saurais pas expliquer, mais le fait d'inhaler quelque chose par le nez, et surtout des si fines particules, ça lime au fur et à mesure, et en fait, donc l'acétone plus votre poussière, vous allez finir avec un trou dans la cloison. Et je savais que c'était la partie pas drôle qui allait pas vous plaire. Voilà, quand j'ai dit au début qu'on avait parlé de choses pas très glamour et pas très drôles, c'est des choses qu'on ne sous-estime pas. Et moi, je ne le savais pas, je l'ai appris, heureusement pas à mes dépens, hein, mais maintenant, je fais très attention. Donc, un masque classique, ça suffit. En fait, l'idée, c'est juste que faut que votre nez soit caché parce que vraiment, faut pas que vous inhaliez cette poussière. C'est dangereux, surtout sur le long terme. Et franchement, la flemme que vous arriviez à l'hôpital et puis qu'on vous fasse des tests parce qu'on pense que vous êtes coquet. D'ailleurs, l'aspirateur de table va avec l'aspirateur. Alors pendant longtemps, moi j'ai eu le Zebra. Donc c'est celui de chez Slovienka. Je l'ai eu parce que quelqu'un le revendait, il était moins cher, donc je l'ai pris. Je trouve qu'il est bien, mais il fait un certain bruit, il prend beaucoup de place, il est très lourd. Donc je trouve que c'est surtout ça, le gros inconvénient. Donc en fait, dès que vous le déplacez, par exemple, moi je le laisse pas sur la table, parce que c'est du coup un aspirateur mobile. Il pèse un poids monstre, il prend de la place. Ça, c'est un peu chiant. D'ailleurs, truc que j'ai jamais trouvé très logique, en fait, vous avez 4 petites ventilations, votre filtre, et par-dessus, il y a une grille, mais il y a qu'un trou dans la grille. Donc en fait, j'ai l'impression que la ventilation n'est même pas optimisée à son maximum. Enfin, c'est un peu con, parce que du coup, vous devez tout... Enfin, vous pourriez ne pas être obligé de le vider constamment, si par exemple la grille, elle était ouverte quasiment en entier. Mais là, du coup, en fait, ça peut aller que au milieu. Donc ça vous fout dans tous les cas la poussière partout. Enfin, en fait, c'est bien, mais il y a mieux maintenant, je trouve. Donc j'ai eu que 3 aspirateurs différents, j'en avais un de chez Amazon avant.
Bon, c'était un Amazon quoi, il était pas fou. J'ai eu celui-ci que j'ai utilisé pendant 1 an et demi. Et là récemment, j'ai reçu l'aspirateur, donc vous savez, dont tout le monde a entendu parler, l'aspirateur rose de chez Almaï. Tout le monde a entendu parler de cet aspirateur, d'accord? Et en fait, la marque m'a contacté et ils ont voulu m'en envoyer un. Donc moi, vous le savez, mon avis est totalement honnête et objectif. Je ne vous parlerai pas d'un produit si ce produit était à chier, ok? On est bien d'accord. Et ben moi je vous le dis, j'ai adoré. La preuve en est, si vous ne me croyez pas, je le mettrai en story, même si ça m'arrive de le faire, je m'en sers tous les jours pour toutes mes pauses depuis que je l'ai reçu. Il est plus petit. Il fait un peu de bruit, c'est normal, c'est un aspirateur. Je trouve toujours qu'il fait moins de bruit que le Zebra. Le Zebra, je pouvais vraiment pas entendre la personne en face de moi. Là, j'ai beau avoir l'aspirateur, j'entends ce qu'on me dit. Donc, je peux pas quantifier vraiment la différence de bruit, mais en tout cas, j'entends déjà mieux qu'avec le Zebra au max. Je peux pas faire avis plus sincère que mon expérience d'utilisation parce que vraiment, enfin, toutes mes clientes vous le diront, je me sers vraiment de cet aspirateur tous les jours, ça ne change pas. Souvent quand je fais des stories d'ailleurs où je montre les repousses, etc. D'ailleurs mon compte Insta c'est évidemment Nails by Oumi parce que je sais que des fois il y a des gens qui ne le savent pas. Donc Nails by O-U-M-Y, voilà. Mais quand je fais une story pour montrer les repousses ou des trucs comme ça, bah souvent l'aspirateur est en dessous. Et je peux même mettre une photo pour voir à quel point il est usé parce que je m'en sers tout le temps. Perso, le filtre, en gros, je le vide tous les jours et je l'ai toujours pas changé depuis que je l'ai reçu et ça aspire toujours aussi bien. Bon, là, je pense qu'il faudrait quand même que j'envisage de le changer prochainement, mais sinon, voilà. Au-delà de votre propreté de votre poste de travail, ça vous évitera aussi d'inhaler énormément de poussière et aussi d'en avoir partout sur vous. Donc un aspirateur, c'est important. Mais surtout, mettez un masque. Et évidemment, vu qu'ils me l'ont envoyé, j'ai un code promo avec cet aspirateur s'il vous intéresse. Parce que c'est quand même le thème. Donc si jamais je peux vous faire acheter un aspirateur qui coûte pas cher et qui est bien, et ben moi je vous recommande celui-ci. Il est à moins de 50 €. Et avec mon code promo, vous avez 15% dessus. Donc mon code promo, c'est OUMI15. Donc OUMI Y15. Voilà, tout simplement. Ça vous fait moins 15% sur l'intégralité du site. C'était pas forcément prévu, j'avais pas prévu en fait de parler de mon code promo, mais en fait je me dis quitte à faire, bah du coup là c'est vraiment l'occasion vu que c'est le thème de la vidéo, mais j'avais vraiment dans mon sommaire que je me fais là sur mon cahier, il y a juste écrit poussière. Il y a pas d'autre mot. Autre pathologie auquel on ne pense pas forcément, ce sont les allergies. Bon, j'en ai déjà parlé, certains le savent ou non, je suis allergique aux produits pour les ongles. Ah, on tombe des nues, c'est quand même le comble pour une prothésiste ongulaire. Comment ça se fait que je suis allergique aux produits pour les ongles? Tout simplement parce que j'ai eu une surexposition, qui était une très 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 mauvaise idée, et du coup, en fait, je me suis rendue allergique moi-même. Comment on devient allergique soi-même? Soit en utilisant mal les produits, en ayant des produits de très mauvaise qualité, ou alors avec un contact répété aux produits. Franchement, je vais vous parler français, j'ai cherché, hein. Je l'ai cherché d'être allergique et c'est bien fait pour moi. En fait, pour commencer, je savais même pas, j'avoue, parce que je m'étais pas renseignée. Je ne savais pas qu'on pouvait tomber allergique, qu'on pouvait devenir allergique avec une surexposition. Alors qu'en fait, c'est logique, hein, parce que c'est des produits chimiques. En fait, quand j'ai commencé déjà à me faire les ongles, c'est un peu contre-intuitif, comme ça vous allez me dire de mettre des gants en se faisant les ongles. Bon, je le fais toujours pas. Je le fais sur la main que je fais pas au pire, mais quand je me fais les ongles, je me casse pas la tête du coup à mettre des gants. Bon, voilà, même s'il faudrait, et puis vous savez, vous coupez le bout là, mais bon, j'en suis pas non plus à là. Mais en fait, quand je me faisais les ongles, je faisais pas attention au début parce que je m'entraînais sur moi. Et du coup, je m'en mettais plein les cuticules, voilà. Et en fait, se mettre plein de gel, de rubber base, de vernis sur les cuticules, en fait, c'est une exposition à un produit corrosif, à un produit toxique, qui est pas fait pour ça de base. Normalement, votre produit, il va sur un ongle. Un ongle, c'est une matière morte qui ne rentre pas en contact avec la peau. Si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas. Si vous faites plus que ça et que vous le faites vraiment en mode hardcore, vous allez devenir allergique. Et ça vaut aussi pour vos clientes. Donc en fait, on ne fait pas les ongles de clientes si on ne sait pas faire les ongles de clientes. D'accord? Si quand vous faites les ongles à vous vous en mettez partout, je vois pas à quel moment vous le feriez sur des clientes. Les clientes ne sont pas un entraînement. Les clientes sont des gens qui vous payent pour un service. Si vous allez vous faire épiler, que la meuf elle est en train d'apprendre et elle vous brûle parce qu'elle s'est servie de vous comme cobaye, je pense que ça vous plaira pas. Et ben là c'est la même chose.
Et au pire, si vous avez un doute, parce qu'effectivement, dans tous les cas, il faudra passer le cap un jour de le faire sur quelqu'un d'autre, vous laissez toujours 1 ou 2 millimètres. On s'en fout qu'il y ait une petite repose. La personne, vous allez la faire payer un prix de modèle, vous allez la faire payer en conséquence de votre qualité de travail. Si vous savez que vous êtes en train de vous entraîner et que vous faites des prix modèles, forcément, la personne, elle a conscience, du moins elle doit avoir conscience que le travail ne sera pas nickel, puisque c'est fait pour ça et c'est pour ça qu'elle paye moins cher. Devenir allergique, c'est aussi, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, le fait de ne pas mettre de gants. Parce que du coup, au début, je n'avais pas le problème. J'avais des petites crises d'allergie, en gros, quand je me faisais les ongles. Parce que du coup, anecdote supplémentaire, maintenant, quand je peux me faire les ongles, j'avoue que je les fais pas très souvent parce que un peu la flemme de prendre le risque. La dernière fois que je les ai fait, c'était en mars. C'était pour la beauty prof. Mais du coup, quand je me fais les ongles, je laisse toujours 1 millimètre. Comme si j'avais déjà une toute petite repousse. Parce que du coup, les émanations chimiques, enfin, il y a des émanations chimiques, justement. Ça dégage un petit peu les premiers jours. Et du coup, le temps que ça repousse, souvent ça gratte. En fait, de toute façon, l'allergie, c'est de la brûlure et ça gratte. Et la peau qui pèle. Et le problème, c'est que ça en réveille la nuit, on en devient fou. Franchement, c'est pas du tout agréable. C'est pas juste une petite démangeaison. C'est vraiment... moi, ça m'en réveille la nuit. Je me gratte avec les dents. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous faites et surtout à ne pas rendre malade une cliente parce que elle, ce sera jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, une fois, ça passe pas, hein. Une fois que vous êtes allergique et c'est foutu. Donc, faites votre travail correctement parce que c'est normal de faire son travail correctement quand on vend un service. Et faut se protéger nous aussi, même si on s'en rend pas forcément compte. En fait, des fois, on est constamment en contact avec le produit. Des fois, hop, vous faites tomber un truc, machin, votre pinceau il est un peu gluant. Et ben moi, je le sens. Si j'ai fait quelque chose qui était en contact avec un produit qui n'était pas polymérisé, le problème c'est que je vais avoir, moi c'est surtout le petit doigt parce que c'est le petit doigt qui tient mon pinceau. Enfin voilà. Et du coup, le côté de mon petit doigt, il va commencer à peler et à me gratter dès le lendemain. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais des fois vous rangez un pot de gel, vous avez pas vos gants. Bah pareil en fait, quand vous le rangez, bah vous avez un peu de produit, vous faites pas forcément gaffe, vous mettez juste un coup de cleaner, c'est déjà trop tard. Le lendemain ça gratte. Vous manipulez vos produits avec des gants, ce sont des produits chimiques. En fait, malheureusement, s'il faut le dire comme ça, on va le dire comme ça, ce sont des produits chimiques. Donc vous manipulez des produits chimiques avec des gants. Après, il y a évidemment plein d'autres pathologies, hein. Vous pouvez finir par faire de l'eczéma. Enfin bref, j'ai pas la liste sous les yeux de toutes les maladies qu'on peut avoir. Mais l'allergie, c'est vraiment très très chiant. Alors plus précisément, je sais que ce que je fais, ça s'appelle de la dyshydrose. Voilà, donc c'est une réaction allergique de la peau. On va parler là des choses un peu invisibles, donc toutes ces choses qu'on ne soupçonne pas et auxquelles on ne pense pas quand justement on fait les ongles, parce que là je vous ai parlé de trucs qui sont un peu évidents, mais là il y a des choses aussi dont on n'y pense pas tout de suite et qui ont leur importance, dont par exemple les yeux. Déjà, la sécheresse oculaire, comme on disait, vous voyez, les produits toxiques, la poussière, etc. C'est une conséquence. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Si vous commencez à avoir de la sécheresse oculaire, vous allez voir votre médecin et il va sûrement vous prescrire du sérum Phi ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Moi, je suis pas confrontée à ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Par contre, votre vue. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous êtes constamment les yeux contre quelque chose. Les conséquences qui peuvent arriver, donc moi, c'est une cliente qui est d'ailleurs opticienne qui m'a expliqué ce syndrome. Ça s'appelle la myopie de l'étudiant. Donc la myopie de l'étudiant, c'est le fait de devenir myope uniquement parce qu'on regarde de près. Ça s'appelle comme ça parce que y a des étudiants, en fait, ils vont lire toute la journée. Donc avoir les yeux prêts sur quelque chose, constamment, tout le temps concentré, machin. Et du coup, dès qu'ils lèvent la tête, hop, ils voient flou de loin. Le soir, ils voient flou de loin, etc. Nous, on passe pareil toute la journée, focus sur quelque chose de près, etc. Moi, le soir, là où de base j'ai une bonne correction, sur mes jours de repos, alors j'ai des lunettes de repos. Voilà. Pour information, j'ai pas une mauvaise correction, mais du coup, depuis que j'ai genre 12 ans, j'ai des lunettes. C'est des lunettes de repos, je vois très bien sans, juste, je préfère les mettre parce que ça m'aide d'avoir mal aux yeux, et j'ai la flemme de tout le temps les enlever, les remettre, enfin voilà. Dans tous les cas, c'est mieux, je m'y suis fait, et c'est tout ce qui compte. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas une correction myope énorme. C'est-à-dire que quand j'enlève mes lunettes, je peux lire, je peux voir, y a pas de souci. Et ben moi, quand je rentrais du travail, je me rendais compte que je n'arrivais même plus à lire ce qu'il y avait écrit sur le bus. Le bus qui est en train d'arriver, je n'arrivais plus à lire ce qu'il y avait écrit dessus. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais ce problème-là. Il y a rien de spécial à faire. Moi, je serais juste vous, je anticiperais de protéger ma vue quand même. Si vous mettez des lunettes de repos, des choses comme ça, allez voir un ophtalmo, c'est toujours quelque chose de bon. Vous avez même pas besoin de votre courrier de votre médecin pour aller voir un ophtalmo si je me trompe pas.
Donc c'est pas quelque chose d'énorme, mais je trouvais que c'était intéressant et important aussi de l'apporter là-dedans pour pas tout de suite se dire oh je suis devenue myope, etc. Souvent ça vient de ça, donc il n'y a pas de panique à avoir, c'est des choses classiques qui peuvent arriver, mais voilà, encore une fois, il y a des spécialistes qui sont faits pour ça, à consulter si jamais vous avez des doutes, parce que le but c'est pas après de tout le temps voir de travers et puis de tomber du trottoir, hein. Et pour moi, les 2 choses les plus importantes dont on doit aborder le sujet en parlant de santé dans notre travail, en premier lieu, c'est les clientes malades. Alors, qu'on soit bien d'accord, comment expliquer? Je vais essayer de rester respectueuse. Personnellement, demain je suis malade, j'ai un rendez-vous que j'ai vraiment pas envie d'annuler, bah, bon, déjà si j'ai de la fièvre et tout, j'annule le rendez-vous. Déjà pour commencer. Deuxièmement, en fait, pensez à la personne qui a en face de vous. En fait, si vous n'iriez pas chez votre papy et votre mamie avec votre grippe, vous n'allez pas chez votre prothésiste ongulaire non plus. En fait, pensez au fait que les gens, ils ont des familles, ils ont des choses de prévues. Exemple, si la semaine dernière, pardon, j'avais eu une cliente qui avait eu la grippe, qui était venue quand même, bah du coup, j'aurais sûrement réchopé sa grippe, sauf que moi, j'allais voir mes grands-parents, dont mon papy, malade, ce dimanche. Et mon papy, il attrape la grippe, ça peut devenir très grave. Et malheureusement, je pense que humainement parlant, l'espèce humaine, en général, a arrêté d'avoir de l'empathie. Du moins, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus ce que c'est que l'empathie et de penser à son prochain. Donc, peut-être que vous en avez rien à foutre de votre grand-père. Moi, mon grand-père a beaucoup d'importance pour moi. Donc, si demain, je me retrouve à avoir la grippe parce qu'une cliente égoïste n'a pas voulu annuler son rendez-vous et que, du coup, j'ai donné la grippe à mon grand-père, bah franchement, je l'aurais très, 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 très mauvaise. La moindre des choses, déjà pour moi, c'est si vous avez de la fièvre, vous restez chez vous. Si vous avez une maladie qui est très contagieuse, vous restez chez vous. Si vous avez un petit rhume, vous mettez un masque. C'est-à-dire que tant que ce que vous avez ne va pas mettre en danger la personne que vous avez en face de vous, parce que c'est pareil, hein, moi je raconte très librement ma vie, mais il y a des personnes, c'est pas le cas, qui ont des pathologies sûrement plus graves, qui peuvent avoir, je sais pas, du diabète, des problèmes de cœur, je sais pas, un souffle au cœur, enfin, des problèmes pulmonaires, on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, juste «Ah mais je voulais me faire les ongles», ça peut vite se transformer en catastrophe. On est malade, on reste chez soi. Ou alors les gens qui ont des enfants, parce que c'est pareil, on connaît hein, le fameux «Oh vas-y c'est bon, elle me gonfle, hein, toujours annuler mes rendez-vous parce que son gosse il est malade. Oh elle est chiante, son gosse il est toujours malade, il y a toujours un problème». Oui mais comment les enfants tombent malades? Alors déjà, entre enfants, ça on est bien d'accord, mais bon, c'est un peu un cercle vicieux, hein. Si vous êtes malade, que vous êtes égoïste, que vous venez faire vos ongles chez moi, donc que vous me rendez malade, je rends mon enfant malade, enfin en fait c'est un cercle qui ne s'arrête jamais, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le bon réflexe, c'est juste on est malade, on annule son rendez-vous et on revient plus tard. C'est la vie, malheureusement, ça arrive. Au même titre que quand je suis malade, soit je garde mon masque pendant tout le rendez-vous si j'ai un doute, mais si je suis très malade, je ne viens pas travailler, ou alors je préviens mes clientes. Parce qu'évidemment, ça marche dans les 2 sens, hein. C'est beau de blâmer les clientes, mais nous, c'est pareil, parce que nous aussi, on rend malade les clientes. Là, par exemple, je me rappelle à l'époque, j'avais eu une grippe, donc c'était il y a 1 an et demi presque. Je suis venue travailler pour 3 clientes. Évidemment, je les avais prévenues. C'est elles qui m'ont dit de ne pas venir parce que malade, machin, parce que j'étais malade et qu'elles voulaient pas que je vienne travailler. Je leur ai dit qu'il y avait pas de souci. Au final, ça allait pas. Je suis repartie parce que je pensais que ça allait mieux que ça. Mais j'ai gardé mon masque tout le long. Bien se désinfecter les mains parce que pareil, si vous avez un petit rhume, une petite connerie, vous sortez d'une grippe, c'est pas un problème. Juste désinfectez-vous les mains, gardez un masque. Mais quand je sentais que vraiment ça allait pas du tout, après c'était ma première grippe en étant malade à mon compte, etc. Donc il y avait aussi ce contexte-là de bon, quelle est la marche à suivre, qu'est-ce que je dois faire? Je ne voulais pas décevoir mes clientes, mais respectez-vous. Si vous êtes malade, pareil, vous avez trop mal au dos, machin et tout, ne culpabilisez pas. En fait, si votre cliente, elle est mauvaise au point de ne pas comprendre que vous êtes malade, c'est que c'est pas une bonne cliente et qu'elle dégage. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Si la personne que vous êtes malade, ça ne va pas, et elle ne comprend pas que, du coup, vous êtes malade, hop, oust. Pareil, inversement, vous avez un peu peur. Exemple, je sais pas, vous venez d'avoir un bébé, votre bébé il a 2 mois, ou alors, pareil, vous allez chez vos grands-parents ou vos parents, ils sont un peu âgés, ils ont des soucis de santé, vous les voyez ce soir ou demain. Vous voyez que la personne, elle est vraiment dans un état pitoyable. Alors après, je dis bien pitoyable, hein, dans le sens où la personne, elle n'arrive pas à aligner 2 mots, elle tousse, ça se voit qu'elle a de la fièvre, elle est pas bien et tout. Vous avez entièrement le droit de la refuser. Enfin, ce n'est pas une tenue convenable pour venir à votre rendez-vous, c'est un risque pour vous, pour votre entourage. Moi, demain, j'ai un enfant
je viens d'avoir un bébé, ma cliente, elle est en train de cracher ses glaires au milieu de mon bureau, je suis désolée, elle rentre chez elle. C'est pas méchant, mais j'ai un bébé, c'est risqué, il a pas ses vaccins. À un moment donné, faut aussi être logique. Après, tout cet épisode, il va vous faire réfléchir aussi sur quelle est votre priorité, votre santé ou votre clientèle. Et votre clientèle, certes, on peut partir du principe qu'elle vous fait vivre, mais en fait, votre santé, c'est le premier truc. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pourrez pas travailler. Et après, par contre, accrochez-vous pour retrouver un travail, parce que je vous rappelle qu'on cotise pas pour le chômage. Enfin, on doit bien cotiser pour un truc, mais ça a l'air compliqué, donc bref, voilà. Mais tout ça pour dire, si vous faites ce métier-là, c'est qui vous plaît, le but c'est pas de se ruiner la santé pour satisfaire 2-3 égoïstes. Parce que, soyons honnêtes aussi, il n'y a pas énormément de personnes comme ça. Si vous vous séparez de 2 personnes, c'est pas la mort. Je sais que des fois c'est des choses qui font du bien à entendre, donc du coup je le dis. Mais je sais que vous me prenez un peu pour une brute de décoffrage aussi des fois. Et de toute façon, je sais toujours pas parler parce qu'on dit décoffrage et pas décoffrage. Et du coup, le point qui, selon moi, est quand même le plus important va avec, c'est l'épuisement mental et social. On parle parfois de jauge de batterie sociale, vous savez, sur TikTok et tout. Je trouve que oui, il y a vraiment ce truc-là. Ne pas repousser constamment ses limites psychologiques. Recommencer constamment une conversation, c'est épuisant. Devoir tenir une conversation pendant 8 heures avec parfois 4 à 6 personnes différentes, c'est long, c'est dur, c'est épuisant. Tout ça en continuant de faire votre travail à la perfection, sans erreur, par automatisme, je pense qu'on ne se rend pas compte de la perf. Alors à tous les rageux qui disent « Ouais, c'est bon, tu fais les ongles », non, je fais 2 voire 3 choses en même temps. Je fais 2 têtes sans réfléchir mon protocole parfaitement, je parle à quelqu'un et j'écoute ce qu'il me dit. Parce que c'est beau de parler, mais si on n'écoute pas, ça sert à rien. Donc on fait 3 choses en même temps à la perfection, et ce pendant minimum, parfois, 6 à 10 heures par jour pour certains. D'accord ? Je pense qu'on ne se rend pas compte. Et il y en a certaines qui prennent pas de pause. Prenez des pauses, c'est important. Mais bref, moi quand je prends ma pause, je regarde toujours une série, un truc qui va me faire poser mon cerveau. C'est rare que je réponde à mes messages, sauf si c'est un truc dont il y avait besoin pour l'après-midi. Et même mes messages perso, je ne réponds pas sur mon téléphone personnel pour déconnecter le cerveau de l'engagement social qu'il y a, parce que c'est épuisant. Ça marche aussi si vous faites tout le temps des fleurs à vos clientes, d'accord ? Avoir une plateforme de réservation, perso, ça m'a dégagé une charge mentale énorme vis-à-vis de ça. Si vous êtes constamment en train de rendre des services à vos clients, de les arranger, patati et patata, pareil, épuisement mental à coup sûr. Faut que vous puissiez couper, faut qu'il y ait des choses qui coupent. Donc le midi, c'est votre moment à vous. Vous ne répondez à personne. Vous regardez votre story, votre TikTok, ce que vous voulez. Vous ne prenez pas le boulot en compte. Perso, c'est... depuis que j'ai fait ça, je me sens tellement mieux. Parfois même, donc moi je suis avec des collègues forcément dans mon shop, si je peux ne pas leur parler pendant ma pause, c'est top. Et en général, ma limite, ils le comprennent, c'est quand je mets mon casque. Parce que c'est que... là, je suis épuisée. Et pareil, il y a des gens, ils vous parlent de choses, des fois, qui ont une incidence aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont puiser votre énergie au fond du fond du fond du fond. Parce que c'est bien, en général, c'est ouais, j'ai quitté mon ex, machin, patata, youpi, tralala. Mais la plupart du temps, enfin, la plupart du temps, non, fort heureusement, mais il y a des fois, c'est des gens, ils vont vous parler du décès de leur mère. Et franchement, ça fait bizarre. Et là, par contre, faut s'accrocher et faut réussir à être humain, faut réagir. C'est difficile, psychologiquement, de réagir. Donc ça, c'est quand les gens ont vraiment confiance et qu'ils ont besoin d'extérioriser. Et je ne dirai jamais non à ce genre de requête. Moi, c'est avec grand plaisir si les gens ont besoin de vider leur sac et de dire ce qu'ils pensent. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais ça reste une énorme charge. Et il y a des gens, ils sont très énergivores aussi. Ils vous racontent plein de choses, blablabla, faut tout enregistrer, ils débitent énormément, voilà. Posez votre cerveau et coupez de votre travail. C'est important. Ça rejoint d'ailleurs le dernier épisode qu'on avait fait qui parlait de comment ne pas être dégoûté de son travail. Je trouve que ces 2 épisodes finalement à la suite s'engagent vachement bien dans le sens où on est vraiment sur 2 trucs bien différents et pourtant qui vont très bien ensemble. C'est voilà, comment ne pas être dégoûté et comment garder la santé le plus longtemps possible. Je pense avoir fait le tour. Je pense. Normalement, ah oui, si, j'ai pas précisé, oui, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a certains produits qui favorisent aussi les allergies, en fonction de ce que vous mettez. D'ailleurs, je recommande la marque Johara, voilà, si jamais. Mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi. La marque Johara, au niveau des allergies, moi, 0.
Voilà, c'est la dernière fois que j'ai fait mes ongles. J'ai eu 0 allergie grâce à cette marque et moi ça m'a beaucoup aidé. Donc petite parenthèse avant de conclure l'épisode. C'est un épisode qui était assez long parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'être le plus précise possible, de donner le plus d'astuces possible. Si jamais il manque des choses, faudra pas hésiter à me le notifier. Et s'il y a assez d'éléments, bah soit je le rajouterai en additionnel au début du prochain épisode, soit je ferai carrément un deuxième épisode, s'il y a vraiment beaucoup de contenu, pour en parler, parce que c'est quand même super intéressant. J'ai vraiment envie qu'on soit une communauté très ouverte, où on peut parler de beaucoup de choses, échanger sur beaucoup de choses. J'ai déjà pensé à mettre en place un système, je sais pas, de groupe WhatsApp ou un truc comme ça, mais franchement, je saurais pas comment faire, ni par où passer. Il y a Discord qui existe, mais en vrai, le nombre de personnes qui vont sur Discord, quoi. Enfin, c'est pas... Faut quand même que ce soit quelque chose qui reste accessible. Donc j'ai le canal sur Insta, mais je sais pas, est-ce que c'est... Peut-être faire un groupe. Je sais pas si ça pourrait être une bonne idée, de faire un groupe sur Instagram avec toutes les personnes et échanger sur le podcast, etc. Je sais pas, ça pourrait être cool, se donner des petits tips, bref. Je sais pas trop comment mettre ça en place. Pareil, si jamais vous avez des idées, faut pas hésiter. Sur ce, je vais devoir aller chercher mon copain à son travail parce qu'on va au cinéma. Si jamais ça vous intéresse, je vais voir le film Obsession, qui est un film d'horreur. J'ai très très hâte. Je vais beaucoup au cinéma d'ailleurs. Un jour, je ferai un épisode genre vraiment où je parle de mes passions et tout. Je pense qu'il y a certains que ça pourrait intéresser, puis ça changerait un peu. Genre un espèce de hors-série, enfin bref. Pas le sujet. Donc, le temps de faire mon petit montage, je vous poste ça ce soir. On est officiellement sur un épisode de 1 heure. Merci d'avoir écouté jusque-là. Ça me touche encore énormément. N'hésitez toujours pas à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Bye!